bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour School TV, le MAG. Vous le savez, on est ensemble pendant 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans l'école ensemble, eh bien, on s'intéresse au TSA. C'est parti pour le sommaire. TSA pour troubles du spectre autistique. Ça concerne 700 000 personnes en France. De quoi parle-t-on? Comment détecter ce trouble? Vers qui surtout se tourner? Irina Capron est ici présente sur ce plateau. Elle vous dit tout avec sa loupe dans un instant. Quelle scolarité pour les jeunes autistes? L'altération des fonctions de communication ou encore de socialisation peut avoir un impact important sur les apprentissages de l'élève. Mais vous verrez qu'il existe certaines démarches pédagogiques adaptées. On fait le point là aussi dans un instant. Et puis l'école pour tous, où en est-on vraiment? 2 enfants sur 3 atteints de TSA ne sont toujours pas scolarisés. Quid de l'école inclusive? Le 4e plan autisme porte-t-il enfin ses fruits? Et puis surtout, quels axes de progrès? On en parle avec tous mes invités dans ce MAG, avec Lila Mokri. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable pédagogique scolarisation dans un institut médico-éducatif, c'est à Paris, pour l'association AFG. Portez d'ailleurs le petit badge, c'est Agence Française de Gestion. Vous travaillez avec Patrice Lastel, merci d'avoir accepté notre invitation. Éducateur spécialisé justement dans le même institut médico-éducatif. On est en ligne, bonjour à vous deux, avec Sandrine Descombes, enseignante de CE1, CE2, et maman d'un fils effectivement qui est autiste et qui est en terminale. Merci d'être avec nous. Et on est également, il y a du monde aujourd'hui, avec Laura Lopez, qui est neuropsychologue et spécialisée dans l'autisme. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. On vous écoute dans un instant, juste après la loupe. C'est avec Irina. Salut Irina. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Une personne sur 100 est donc concernée, 700 000 personnes sont autistes en France. Mais Irina, l'autisme, c'est quoi? Alors tout d'abord, ce n'est pas une maladie mentale, il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental. Aujourd'hui, l'autisme est appelé trouble du spectre de l'autisme, TSA, afin de représenter au mieux toute la diversité des formes que peut prendre l'autisme, car chaque personne autiste se situe différemment dans le spectre. Les symptômes sont multiples et leur intensité est variable. Les premiers signes sont perceptibles avant l'âge de 3 ans. Alors si chaque personne se situe à un degré, on a compris, différent dans le spectre de l'autisme, il y a tout de même 2 types de manifestations? Exactement. Le TSA affecte l'enfant dans la communication, c'est-à-dire le langage, la compréhension, les interactions sociales, la perception et la compréhension des émotions, mais aussi dans le comportement. Une personne autiste voit le monde d'une façon différente par rapport à une personne dite neurotypique. 2 enfants autistes sur 3 ne sont pas scolarisés en France. C'est vrai, en 2018, seulement 30% des enfants autistes étaient scolarisés à l'école maternelle. La scolarisation des enfants est obligatoire, vous le savez, de 3 ans à 16 ans. Il existe donc plusieurs moyens pour scolariser vos enfants autistes, par exemple dans une classe ordinaire. Dans ce cas, il faut prévenir en amont les professionnels de l'établissement. Votre enfant aura besoin de certains aménagements scolaires définis dans un projet personnalisé de scolarisation. Votre enfant peut être accompagné en classe par un AVS, auxiliaire de vie scolaire, ou AESH, accompagnement des élèves en situation de handicap. Vous pouvez également scolariser votre enfant dans une classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. C'est un dispositif dans un établissement ordinaire qui va permettre aux enfants d'être inclus dans des classes ordinaires pour certaines matières et dans des classes ULIS pour d'autres matières. Un enfant autiste avec une déficience intellectuelle peut être accueilli dans un établissement de l'Institut médico-éducatif, pédagogique ou encore professionnel, ou alors vous pouvez choisir de scolariser votre enfant à domicile. Merci beaucoup Irina, j'ai l'impression que vous avez tout bon. 10 sur 10. On va demander ça tout de suite à nos invités. C'est parti, l'expression orale. Et on est notamment en ligne avec Sandrine Descombes, enseignante en CE1 et CE2. Je rappelle que votre fils est autiste et qu'il est en terminale. Il s'appelle comment? Il s'appelle Quentin. Quentin. Comment se passe la scolarité justement de Quentin qui est en terminale? Alors nous, ça a été assez compliqué parce que le diagnostic a été posé il y a très peu de temps. Donc là, en terminale, c'est difficile. Il doit préparer un oral. Il refuse les adaptations. Il accepte qu'on prévienne le jury, mais ce n'est pas encore autorisé. Donc passer un oral qui prend en compte la prosodie, la gestion du regard, la communication dans l'évaluation, ça pose problème pour tous les autistes qui sont arrivés jusque-là, et ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire, Sandrine, qu'il a eu une scolarité somme toute classique, un parcours classique, et avec peut-être des adaptations ces derniers mois? Alors, il a eu une scolarité classique avec très peu d'adaptations parce qu'il les refuse. Ses plus grandes difficultés à lui ont été tout ce qui était écrit, parce qu'il se concentre sur le détail, et puis évidemment tous les rapports sociaux avec ses camarades.
Comment avez-vous au final, Sandrine, détecté que votre fils souffrait de ce trouble, pardon? Eh bien, il y a eu un incident au lycée avec un camarade qui a créé une discussion avec les CPE et beaucoup d'éléments sont ressortis. En discutant avec ma directrice d'école, son fils étant aussi autiste, elle a trouvé qu'il y avait des points communs, donc elle m'a orientée vers une psychologue privée et le diagnostic a pu être posé. Comment avez-vous reçu à titre personnel cette information? Est-ce que vous êtes senti au début dépassé, désabusé, ou vous avez pris justement le taureau par les cornes, si je puis dire? Alors, on ressent deux choses. La première, c'est qu'on est quand même soulagé parce que ça faisait déjà 10 ans qu'on effectuait des suivis, des bilans pour savoir ce qui se passait. Et puis la deuxième, c'est que ça bouleverse la vision de l'enfant, de l'éducation et des projets qu'on donne à notre enfant. C'est-à-dire qu'on imagine un enfant grandir, partir du nid, et là, d'un seul coup, on vous dit que peut-être, ça ne va pas être possible. Sandrine, quelle relation vous avez du coup bâtie, peut-être encore plus ces dernières semaines, avec Quentin? Vous êtes toujours à son écoute, j'imagine. Vous échangez souvent avec lui à propos de son environnement, de sa scolarité et peut-être plus généralement de ses émotions? La discussion est plus facile maintenant parce que comme on comprend mieux ce qui se passe et comment il fonctionne, eh bien, on n'attend pas les mêmes choses de lui et surtout on n'aborde pas les sujets de la même façon. Comment appréhende-t-il justement ces épreuves? Vous l'avez dit, il a 18 ans, bientôt 18 ans, il est en terminale. Comment il appréhende cette année charnière, cette année de bac? C'est vraiment très difficile, c'est de longues discussions là. On essaye de faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout. Il n'a pas pu aller dans sa formation informatique parce qu'on était trop loin du lycée, mais on a trouvé une filière qui lui permettrait de faire un bac+2 dans une formation réservée Asperger. Donc là, c'est une porte ouverte sur l'avenir et ça lui fait du bien, mais on voudrait qu'il tienne encore les 4 mois qui restent. Laura Lopez, je rappelle que vous êtes neuropsychologue, merci d'être avec nous. En quoi consiste votre métier? Bon, les neuropsychologues, c'est des psychologues qui ont fait une branche de la psychologie qui se spécialise dans les fonctionnements du cerveau, de la cognition et justement dans les spécialités de l'autisme. Et mon rôle, ça va être de faire des évaluations justement pour aider les professionnels à mieux cernir les compétences des enfants avec autisme, parce qu'il faut savoir que justement, comme le côté communication, c'est pas toujours évident pour un enfant avec autisme, il faut avoir des connaissances et de la neuropsychologie et de l'autisme pour savoir interpréter les résultats et pas tomber sur des fausses conclusions, comme c'est le cas maintenant pour plusieurs enfants qui vont dire qu'ils ont un déficit intellectuel peut-être parce qu'un bilan montre des chiffres qui ne sont pas réels, vu qu'ils n'ont pas tenu en compte le fait qu'ils ont une difficulté au niveau langagier. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent justement les jeunes autistes? Au niveau de la scolarisation, il y a plusieurs. Déjà, ils sont soumis dans un contexte social où ils ont des attentes envers eux. Par exemple, comme dit bien la maman, et il faut passer devant ses camarades pour parler, en sachant que ça peut poser des difficultés pour eux. Déjà, faire des amis, c'est déjà une difficulté majeure, parce que la plupart des enfants avec autisme ne savent pas vraiment comment s'adresser à l'autre. Donc, ils vont avoir des difficultés et souvent être isolés. Et aussi, ils vont avoir des difficultés dans certaines matières, et notamment les français. Et ils peuvent apprendre à écrire des règles de grammaire, ça ne pose pas de problème. Mais quand il faut interpréter, par exemple, un poème, là, on rentre dans une chose qu'on appelle le 12e degré. Et ça, pour les personnes avec autisme, c'est très compliqué parce qu'ils vont rester dans une interprétation très factuelle du discours. Donc, quand je te demande, dis-moi, c'est quoi la beauté du ciel? C'est tellement abstrait que pour eux, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, ils vont être soumis à plusieurs difficultés. Ce n'est pas simple à expliquer. Et donc, le rôle de nous, les professionnels, c'est essayer d'expliquer qu'est-ce qui implique un discours avec des métaphores, par exemple. On est en plateau avec Lila Mokri et Patrice Lastel. Vous travaillez tous les deux dans le même IME, le même institut médico-éducatif, je crois, dans la capitale, pour l'association AFG. La plus grande complexité, à ce que je comprends dans ce début d'émission, c'est qu'il n'y a pas une forme, mais des milliers de formes d'autisme, c'est ça? Tout à fait. Absolument. C'est ça la complexité de l'autisme. C'est vrai qu'il y avait des milliers de formes d'autisme. Donc c'est vrai que nous, c'est d'adapter tous les
voilà, tous les apprentissages tout à chacun, même si on emploie effectivement des méthodes qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé, qui sont les mêmes dans tous les instituts médico-éducatifs. Donc nous avons la méthode TEACH, la méthode ABA, la méthode PEX, qui est par rapport à ce que dit la neuroscience pour le système de communication. On met en place le PEX. Donc le PEX, c'est un système Donc c'est des alternatives à la parole en fait. Hein. À la parole, parce que c'est vraiment la base du travail, c'est très important. Parce que c'est vrai, quand on accueille un enfant à l'IME, la base du travail, ça va être de travailler la communication, qu'il puisse exprimer un désir, un besoin vital au quotidien vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis des professionnels et puis aussi dans la société qui nous entoure. Patrice Lastel, vous vous occupez de combien d'enfants et de quel âge à quel âge? C'est variable, j'imagine. Sur la salle que j'occupe avec ma collègue, on a 4 enfants, voilà, qui ont une moyenne d'âge entre 15 ans et 20 ans, 21 ans à peu près. Ouais. L'IME, c'est comme une école au final? On vient à 9h du matin. Pour moi, c'est comme. Oui, et on repart à 16h, oui, c'est ça? Tout à fait. C'est comme une école. Nous, on part un petit peu plus tard, mais sinon, c'est comme à l'école. Et ça donne un petit grain supplémentaire par rapport à on va dire, un petit grain magique, si vous voulez, par rapport à leur handicap, parce que finalement, c'est les socialiser aussi dans une école. Ils ont besoin de ça aussi. Et ils ont besoin aussi sûrement d'un encadrement, mais aussi d'être suivis avec, justement, notre bienveillance qu'on est obligé d'avoir tous les jours, parce que bon, finalement, c'est des êtres humains, on travaille avec de l'humain, et justement, travailler avec de l'humain, ça nous apporte aussi sur le plan personnel beaucoup de choses, beaucoup d'émotions aussi en même temps, beaucoup de joie, parce que souvent, on a des victoires aussi. Les victoires, ça peut être la personne sait maintenant balayer, même si ça paraît dérisoire pour nous, mais balayer, pour nous, c'est simple, mais pour certaines pathologies, certaines personnes, c'est un handicap, et justement, il y a des apprentissages qu'il faut faire au quotidien de manière, en quelques mois, enfin tout dépend de la personne, à pouvoir évoluer et faire quelque chose qu'on fait dans le quotidien, quoi, carrément. Se servir d'un verre d'eau, aller aux toilettes, se brosser les dents, voilà. C'est ce que je gère à peu près tous les jours, par rapport à ceux que l'on a dans ma petite section, voilà, c'est tout. Voilà. Et ils peuvent avoir jusqu'à quel âge, je crois? Jusqu'à 24, 25 ans? Alors, on peut être chez vous? Officiellement, normalement, ils peuvent rester jusqu'à 18 ans. Mais si une structure n'ayant pas trouvé, ils peuvent faire appel, ils peuvent demander un amendement de Creton qui leur permet de rester le temps de trouver une structure qui corresponde au mieux aux familles. Mais pour en revenir à l'IME, effectivement, les enfants sont accueillis quotidiennement. Donc, c'est vrai que c'est encadré par des éducateurs. Donc, où là, on va faire tous les apprentissages, qu'ils soient cognitifs, de l'autonomie, mais également scolaires. Il faut savoir qu'à l'IME, où on travaille, on a 2 enseignants qui accueillent. Malheureusement, on a 53 jeunes, seulement 20 sont scolarisés. Quand j'appelle scolarisation, c'est vrai que c'est plus de l'individuel, ce ne sont pas des classes à l'IME, donc c'est un peu compliqué. Parce que par manque de créneaux horaires au niveau scolaire, et les enseignants peuvent pas, parce qu'il faut adapter tout à chacun au niveau de la scolarisation, sachant que tous les autistes n'ont pas le même niveau, donc c'est compliqué de constituer des groupes. Mais parfois on peut constituer des groupes d'habilité sociale où l'on va travailler par domaine de compétences. Ça, c'est faisable. Par contre, ce que je voudrais dire par rapport à l'IME, c'est vrai qu'actuellement, sur 20 élèves qui sont scolarisés à l'IME, nous avons 5 inclusions scolaires sur l'extérieur, donc qui sont inclus dans une ULIS. Donc voilà. Et donc là-dessus, on travaille en partenariat avec les enseignants spécialisés dans ces écoles-là. Et c'est vrai que c'est une portion congrue. On imagine que vous aimeriez en avoir beaucoup plus. Il faudra en avoir beaucoup plus. 5 sur, vous m'avez dit, sur 5 sur une 24 potentiellement qui sont scolarisés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que c'est par manque de place. C'est aussi le manque de sensibilisation aussi à l'autisme dans les écoles. Parce que c'est vrai que les enseignants, ils sont de bonne volonté. On est souvent en lien avec eux. Mais la plupart du temps, c'est compliqué pour accueillir un autiste dans leur classe parce que ils n'ont pas les outils adéquats, etc. L'école n'est pas prête à accueillir des personnes avec autisme parce que ils n'ont pas des moyens, j'ai envie de dire, des moyens non seulement humains, comme vous évoquiez tout à l'heure, par manque d'AESH, par manque d'AVS. Donc, parce que on rappelle ce que c'est AESH du coup. Comment? AESH. C'est de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Tout à fait. Absolument. Et auxiliaires de vie, c'est des
les AVS. Les AVS, Donc, voilà, auxiliaires parce de vie. que sans ça, les élèves, effectivement, ont besoin de cette aide qui est une béquille, entre guillemets, pour pouvoir poursuivre leurs études et leur permettre de progresser au mieux au niveau de la scolarité. On a de très beaux exemples aujourd'hui. AVS Il faut du temps. et AESH, parce que je sais qu'Irina Capron elle maîtrise effectivement tous ces acronymes, mais je préfère les repréciser pour tous les téléspectateurs de School TV. Sandrine Descombes, je rappelle que vous êtes enseignante en CE1, CE2. Est-ce que vous avez le sentiment que vous aviez plus de clés, vous, pour aider votre fils, peut-être qu'une personne lambda, dans la mesure où vous êtes enseignante? Alors aujourd'hui, oui, je l'ai eu dans ma classe et à l'époque pas du tout parce que j'étais pas du tout informée sur l'autisme. J'ai eu ma première formation l'année dernière, au bout de 20 ans de métier. On a eu une animation pédagogique sur l'autisme et assez peu sur l'autisme sans déficience intellectuelle, plutôt sur les élèves qui intègrent des ULIS ou des classes externalisées. Donc aujourd'hui, je peux mieux détecter, mieux guider les parents, essayer de les mettre sur les pistes d'un diagnostic, en sachant que je ne suis pas spécialiste, donc il y a des petits éléments qui m'interpellent. Donc on en discute et puis les parents, après c'est un long chemin de croix pour arriver au bout du diagnostic. Laura Lopez, je rappelle que vous êtes neuropsychologue. Si je comprends bien, plutôt c'est détecter et plutôt on peut mettre des stratégies, des méthodes en place, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, déjà, dans les 4e plans autisme, c'est ça où le gouvernement a choisi de mettre un peu, comme on dit, les paquets, parce qu'on sait que plus on va détecter des interventions qui vont se faire à l'âge plus jeune, les enfants n'auront plus d'évolution. Mais je voudrais rebondir la maman par rapport au côté des diagnostics, parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a un manque énorme des établissements et des professionnels formés pour faire les diagnostics, ce qui fait que les familles peuvent attendre plusieurs années, mais vraiment années, pour avoir en place dans un hôpital qui a déjà l'équipe formée. Et maintenant, ça existe les plateformes de coordination et la plateforme de diagnostic de proximité. Ils essayent de faire des partenariats avec des professionnels comme moi pour aider les familles à avancer les processus diagnostiques. Mais en parallèle, et c'est le bon côté, c'est que même sans diagnostic, on peut réussir à avoir déjà un démarrage des interventions par part des psychologues, des orthophonistes, et ça c'est bien. Patrice et Lila, justement, c'est le parcours du combattant, ne serait-ce que pour avoir ce rendez-vous? Absolument. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents pour qui c'est très difficile d'avoir un diagnostic. Et c'est vrai que ça peut prendre énormément de temps. Et c'est bien déplorable parce que plus tôt on a un diagnostic, plus tôt on peut prendre en charge très rapidement l'enfant de manière précoce. Et en fait, d'évaluer... Il n'y a que, le neuropsychologue qui peut faire ce diagnostic? Parce que j'imagine qu'on peut aller voir un orthophoniste, qu'on peut aller voir à d'autres professions. Dans des cabinets spécialisés, ils le font. Dans certains hôpitaux, ils peuvent le faire également. Donc voilà, mais c'est pas évident pour obtenir, comme dit Laura Lopez, un rendez-vous. Ne serait-ce qu'on soit à Paris ou en province, peu importe. C'est juste une pénurie qui est flagrante. C'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant et il y a une réelle difficulté des familles concernées pour pouvoir justement, on va dire, décrocher un petit peu ce Graal. C'est malheureux de le dire, mais ce Graal pour pouvoir avoir un accès justement en institution. J'ai entendu avec beaucoup d'attention les paroles de Sandrine. Comment vous faites-vous au quotidien? J'imagine que vous voyez très souvent, vous êtes en relation avec les parents, parce que tout ça, c'est un univers forcément. Il faut que tout le monde communique. C'est, j'imagine, primordial, effectivement, pour tous ces élèves et tous ces enfants autistes. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous arrivez à les rassurer, à leur faire prendre confiance, au final, peut-être? Écoutez, on essaie d'être rassurant, d'avoir une posture rassurante. Et puis, c'est pas évoquer simplement les difficultés de l'enfant, parce qu'il y a de belles choses qui se passent dans notre IME. On n'en a pas encore parlé, mais j'imagine. Il n'y a pas que du négatif. Et en même temps, vous avez dit que vous avez rappelé qu'avant tout, et c'est bien de le dire, c'était des êtres humains, donc forcément, il y a des belles choses. Il y a de belles choses qui se passent, il y a de belles victoires, il y a de belles progressions, de belles émergences. Et nous, on s'appuie beaucoup là-dessus. Donc effectivement, oui, leurs enfants ont des difficultés, mais notre travail à nous, c'est de travailler en équipe pluridisciplinaire et d'avoir de l'ambition pour eux. On se met à la place des parents, c'est une souffrance. Il y a des élèves qui arrivent chez vous qui ne savaient pas lire ni écrire et qui finalement en ressortent? Absolument. On a de très beaux exemples là-dessus. On a j'ai deux jeunes en tête que tu connais, Patrice, qui ne savaient pas lire et écrire. Ils ont appris à lire et écrire dans notre établissement. Et vous savez, on a une annexe... Ça se fait en combien de temps, ça dit là? Alors, ça s'est fait effectivement sur plusieurs années. Il y a du temps quand même. Ils sont arrivés, ils étaient petits. Et puis, donc, on a une annexe au lycée Honoré
Honoré Balzac, où là, effectivement, ces jeunes en question savent lire, savent écrire, ils ont une réelle posture d'élève. Et on a un jeune notamment qui lit le courrier de sa maman qui est analphabète. Donc quand vous entendez ça, c'est encourageant. Et voilà, c'est des petites victoires comme ça où dernièrement on a fait un apprentissage d'un jeune qui avait vraiment des comportements problèmes au sein du groupe. On lui a appris les gestes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques, parce qu'il a un certain âge et que tous ces jeunes-là, après l'IME, c'est peut-être un internat, un foyer, etc. Donc on leur apprend tout ce qui est tâches domestiques, autonomie, etc. Le quotidien. Et donc la maman l'a vu pour la première fois dresser une table. C'est peut-être des petites choses simples comme ça au quotidien, mais des grandes victoires au quotidien à la maison. Voilà, ça permet de participer, avoir une vie participative au sein de l'institution, mais au sein de la famille. Sandrine, vous souhaitez réagir ? Oui, j'avais juste pour le diagnostic aussi. La limite, c'est que c'est payant, à part le CRA. Ouais. Donc, ça limite. Enfin, pour les familles, c'est pas évident parce que ça fait quand même des grosses sommes d'argent à sortir. On parle de quelle somme, s'il vous plaît, Sandrine, qu'on comprenne bien ? Pardon ? On parle de quelle somme, s'il vous plaît, Sandrine, qu'on comprenne ? Alors nous, pour Quentin, ça a été assez vite, donc on est entre 800 et 1500 euros parce qu'on n'a pas eu besoin de faire plus de diagnostics. Comme il était déjà âgé pour son premier bilan, et bien il y avait déjà des choses qui avaient bougé par rapport à quand il était petit, notamment au niveau de l'implicite, la gestion des émotions vis-à-vis des autres. Il comprend qu'il se passe quelque chose, donc il demande maintenant comment il faut qu'il réagisse, ce qui n'était pas le cas quand il était petit. Donc là, on a eu moins de bilans à faire chez l'orthophoniste, moins de séances. Mais ça fait quand même des grosses sommes qu'il faut avancer. On a eu ce matin un résultat de la CAPD, de la MDPH, qui nous refuse le remboursement et qui nous alloue pas d'aide parce qu'on n'atteint pas les 50% de handicap. Donc nous, on peut encore le faire, mais des familles pour lesquelles ce sera impossible. Et aussi la difficulté de tout ce qui est papier à remplir, qui est vraiment un parcours du combattant terrible. Nous, on est de la partie et déjà c'est difficile, donc j'imagine que les familles qui ont peu accès à la lecture, qui ont des vies chargées, mouvementées, eh bien ça doit être vraiment très difficile et ces enfants passent à la trappe. L'info en plus avec Irina. Alors, ma chère Irina, une classe maternelle dédiée aux enfants autistes va ouvrir bientôt ses portes. C'est à Châteaubriand, en Loire-Atlantique, c'est ça, hein ? Exactement, c'est un projet qui aboutit enfin, après 2 ans, à la rentrée de septembre 2022. Une classe maternelle dédiée aux enfants atteints de troubles autistiques ouvrira dans l'école René Guicadou, donc en Loire-Atlantique. Cette classe disposera de 7 places pour des enfants de 3 à 6 ans habitant la circonscription. Les enfants iront manger le midi avec les autres élèves de l'école ordinaire afin de ne pas être mis à l'écart. Un enseignant spécialisé interviendra dans la classe, mais également des éducateurs formés, je vais y arriver. Après 3 ans dans cette classe, les enfants pourront intégrer ensuite une classe Ulysse ou un IME. Vous avez le sentiment que des progrès sont réalisés, parce qu'on a été évoqué le 4e plan autisme. Vous le voyez concrètement sur le terrain ou vous pas forcément, Patrice ? Moi, je dirais que c'est des progrès timides quand même. Ouais. Ça aurait pu évoluer un peu plus de manière positive. Comment ? Mais comment, ça c'est encore une grande question qu'il faudrait développer parce que il y a. Pourtant, on sent qu'on a une ministre qui est au fait du sujet, qui souhaite faire bouger les choses, et j'imagine que alors, il y a aussi la pandémie qui n'a pas arrangé les choses aussi. Oui. 2 ans de Covid, c'est pas COVID, fini. Voilà. Ouais. Et je pense que ça passerait plus par la sensibilisation à l'autisme. Si on faisait plus de sensibilisation à l'autisme dans les écoles, dans toutes les écoles, aussi bien auprès des enseignants que des élèves. Vous vous rendez, vous, souvent dans les écoles, justement, pour faire de la prévention ? Oui. Absolument. En fait, je m'y rends simplement pour faire les ESS, donc les évaluations scolaires, avec l'enseignant référent, avec l'équipe pluridisciplinaire, où on va un petit peu évaluer les besoins scolaires de l'enfant. Et donc, j'ai pour habitude de rencontrer tous les enseignants. Et c'est vrai que la plupart disent nous ne sommes pas suffisamment informés. C'est une réalité de terrain. Ça manque de communication. Oui, après...
Oui, il y a la communication, il y a les moyens. Et c'est vrai que même au niveau des élèves neurotypiques, c'est vrai qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés par l'autisme. Donc voilà, alors que pourtant, je trouve qu'il devrait y avoir plus d'ouverture dans les deux sens. Parce que si un enfant autiste peut intégrer une école, ne serait-ce qu'au niveau de la récréation, faire une petite inclusion au niveau social, une inclusion sociale au niveau de la récréation. Vous savez, beaucoup d'autistes apprennent par mimétisme. Ils apprennent beaucoup. Ils reproduisent ce que font les autres. Beaucoup d'autistes le font en tout cas. Ne serait-ce qu'à la récréation, pour essayer de favoriser une interaction sociale. Madame, tout à l'heure, disait que voilà, il y avait un petit problème de communication, d'interaction avec son fils, etc. Et c'est vrai que c'est de favoriser, de créer du lien entre les enfants neurotypiques. Les enfants neurotypiques pourraient être responsabilisés vis-à-vis de ce jeune autiste. Et c'est là que commencerait la tolérance, l'acceptation des uns et des autres. Et puis voilà, de faire une grande sensibilisation à l'autisme. C'est pas suffisamment, effectivement, bientôt on va arriver à la journée de la sensibilisation à l'autisme. Le 2 avril. Mais c'est pas suffisant, j'ai envie de dire, pour nous, elle y est tous les jours, même si c'est, voilà, le 2 avril, c'est un peu de la communication, c'est très bien. Les parents sont contents, nous aussi, professionnels. Ce jour-là, on pense plus un peu aux enfants autistes et à ses parents parce qu'ils sont en difficulté. Mais ce n'est pas suffisant, à mon sens, aujourd'hui. On pourrait faire davantage. C'est aussi votre sentiment, Sandrine Descombes? Un manque de communication, peut-être, au sein de l'école? Sur l'école, oui, dans notre formation, c'est certain, on manque beaucoup d'informations. Après, nous, dans notre école, on a la chance d'avoir une classe externalisée et qui permet l'inclusion d'élèves de différents profils. Et parmi eux, il y a des TSA. Donc, il y en a un qui est incapable. Justement, Sandrine, cette classe externalisée, comment ça fonctionne? Alors, c'est une classe d'IME qui, avant, était en institut. Et la politique actuelle est d'essayer d'intégrer les enfants différents, extraordinaires, on les appelle, j'aime bien ce mot, extraordinaires parce qu'ils sont capables de faire plein de choses, dans des écoles classiques d'enfants dits ordinaires. Donc, ils ont leur salle, ils sont accompagnés par une enseignante spécialisée et chez nous, il y a 2 éducatrices. Et le but, c'est d'essayer d'intégrer ces enfants un petit peu, quelques séances ou plus, dans des classes normales en fonction de leurs compétences et leurs capacités. Donc, dans cette classe, il y a 8 élèves, je crois. Nous, on en accueille 2, dont une qui souffre de TSA. Ça fait 2 ans qu'on l'accueille dans ma classe. Et puis, il y a un autre élève de TSA qui, lui, ne peut pas pour l'instant être en inclusion, mais qui partage la cour de récréation. Alors, il a son casque pour la gestion du bruit. Il a un espace, si jamais il ne veut pas être avec les autres, qui lui est réservé. Et ça permet, comme ça, petit à petit, de créer des liens. Et mes élèves sont heureux et bienveillants quand ces 2 élèves viennent dans ma classe. C'est vraiment magique, quoi. C'est beau l'attention qu'ils leur portent et les progrès que du coup les élèves extraordinaires font au niveau du social, mais les progrès que mes élèves font également au niveau de la bienveillance et de la tolérance. Laura Lopez, je rappelle que vous êtes neuropsychologue. Je sais qu'il y a très peu de neuropsychologues. J'imagine que vous n'avez pas forcément le temps justement de vous rendre dans les écoles. Moi, un peu, lors des réunions d'équipe éducative de l'SESS, pour certaines familles, je viens aussi, parce que moi, je suis convaincue, un peu comme tout le monde vient d'énoncer, que c'est grâce à la sensibilisation qu'on fait auprès des professionnels et des personnels pédagogiques que les choses vont changer. Donc, j'essaie de venir chaque fois que je peux, justement pour expliquer c'est quoi l'autisme et expliquer que certes, les enfants ont des difficultés, mais ce ne sont pas que des difficultés, ils sont plutôt une autre façon d'apprendre. Et donc, c'est à nous de trouver comment on va simplifier la façon de les enseigner des choses nouvelles. Et on trouve des enfants avec des progrès extraordinaires. Donc, même dans les écoles d'inclusion avec ESH, on voit des choses vraiment extraordinaires, des enfants qui ont des capacités parfois aussi supérieures à la norme. Ça aussi, il faut le dire, ce n'est pas tous, mais il y a des enfants qui peuvent avoir une capacité de mémorisation énorme. Et donc, ils se servent de ça pour apprendre plein de choses. Et parfois, tu vois des élèves de sa classe qui vont être aussi surpris de voir qu'ils ont dans sa classe quelqu'un qui est aussi extraordinaire et que peut-être on n'avait pas donné la chance de les connaître. Donc, oui, effectivement, venir dans les ESS, c'est une opportunité pour sensibiliser à l'école.
L'autiste fort en mathématiques ou en programmation, c'est un cliché. Vous avez aussi Non, il y en a. Oui, il y en a, j'imagine, mais je veux dire, c'est un cliché. J'imagine qu'il n'y a pas que ça. Vous avez aussi des musiciens en herbe, vous avez des Beethoven ou pas en stock? Oui, au piano, des musiciens à la harpe, voilà, des prodiges. Absolument, absolument. J'en ai connu. Ils ont des compétences. J'en connais. Je peux vous les recommander, oui. Bon, ce que je voulais vous dire par rapport, c'est vrai, à la prise en charge de ces personnes avec autisme, c'est vraiment, surtout, c'est de leur apprendre à avoir un comportement socialement adapté, quelle que soit la méthode. C'est vrai que nous, à notre IME, on emploie les méthodes que je vous ai citées, la méthode Teach, ABA, PEX, Makaton, et tout avec ces alternatives, on peut y parvenir. On a des émergences, on a des progrès, on a des victoires, et il faut pas baisser les bras. On est là pour accompagner les parents au mieux, de les rassurer aussi. Et on est aussi ambitieux pour tous ces enfants-là, quoi. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus témoigner. Merci pour vos beaux témoignages encore à tous les quatre. Lila Mokri, Patrice Lastel, Laura Lopez, qui est neuropsychologue. On n'a pas assez de neuropsychologues, effectivement, hein, si vous pouvez nous entendre, et effectivement, et passer notamment dans les écoles. Et merci pour tout ce que vous faites. Et puis Sandrine Descombes, un grand merci à vous. Merci pour votre témoignage poignant. On pense bien fort à Quentin. On croise les doigts pour lui, puisqu'il y a des semaines qui vont être décisives. On pense bien fort à vous. Vous souhaitez rajouter quelque chose? Je voulais juste rendre hommage particulièrement aux parents, au quotidien, les parents dont on s'occupe, Patrice et moi, leurs enfants, et aussi remercier aussi mes collègues éducateurs qui font un travail aussi remarquable sur le terrain. Et le message est passé. Merci en tout cas à tous les quatre. Un grand merci à vous, Irina Capron, que je retrouve demain pour un nouveau School TV, le MAG. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur schooltv.com. Excellente journée.